Vous écoutez Révolutions alimentaires, le podcast qui explore chaque mois le meilleur de l'alimentation. Je suis Louise Brouez, agronome spécialisée en nutrition et auteure. J'anime ce podcast avec la complicité technique de Mathieu Briard sur invitation de Darwin Nutrition. En quelques années, le sarrasin a de nouveau conquis nos assiettes et pas seulement dans les galettes. Quels sont les bienfaits de cette petite graine pas comme les autres, au parfum subtil de noisettes et de caramel avec une touche boisée et une pointe d'amertume, pour citer Alice? Sous quelle forme l'acheter et comment la cuisiner? C'est ce que nous allons explorer avec notre invitée d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de recevoir Alice Vasseur. Initiée jeune à la cuisine, Alice a décidé de transformer d'un coup de cuillère magique sa formation en sciences politiques au profit des sciences du goût. Ce passage en cuisine, associé à l'amour familial des bons produits et des belles tablées, a éveillé chez elle une curiosité qui ne l'a jamais quittée. Qu'y a-t-il dans notre assiette? Elle aime observer, écouter, goûter, pour ensuite raconter ses expériences, mettre en lumière les hommes et les femmes qui nous nourrissent. La cuisine d'Alice, simple et accessible, suit les saisons et s'inspire des goûts qui l'ont marquée, des chemins qu'elle a parcourus, des artisans qu'elle a rencontrés. Elle a publié Sarrasin, 10 façons de le cuisiner aux éditions de l'Épure, et elle a une voix très radiophonique. Bonjour Alice. Bonjour Louise. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter comment tu t'es intéressée à cette graine? Et je sais que tu parles peut-être plutôt d'une plante avant de parler d'une graine. Alors c'est un petit peu l'histoire de l'œuf et la poule. Est-ce qu'il faut commencer par parler de la plante ou de la graine? Je te laisse nous dire. Et est-ce que tu as peut-être un souvenir particulier à nous partager autour du sarrasin? Tout à fait. Alors effectivement, le sarrasin, c'est avant tout une plante. Même si dans l'ouvrage que j'ai eu le plaisir d'écrire aux éditions de l'Épure, je parle surtout de graines parce que c'est comme ça que je la travaille beaucoup en cuisine. Mais le sarrasin, c'est une plante, oui. Et je suis venue au sarrasin toute petite, finalement. Il a un goût bien particulier qui a bercé mon enfance. C'est un goût de noisette, comme tu le rappelais en introduction, de pain grillé. Parfois, il y a une petite touche d'amertume. Et mes souvenirs, c'est des souvenirs avec mes grands-mères. On faisait des balades à vélo en Charente. Et puis, on se baladait aussi sur la côte sauvage. Et le sarrasin, c'était la récompense de la fin de la balade. C'était une galette bien grillée, complète. C'était aussi des petits biscuits croquants qu'on mangeait en famille. Et voilà pour le sarrasin. Et je m'y suis intéressée finalement quand j'ai commencé à étudier et à voyager. Et j'ai retrouvé le goût très particulier du sarrasin dans d'autres endroits, dans d'autres préparations où je ne l'attendais pas. Dans des boissons, dans des plats asiatiques. Et là, j'ai décidé de plonger dans l'histoire et dans la préparation de cette plante / graine. Et est-ce que tu peux nous raconter pourquoi on l'appelle blé noir, cette graine? Oui, alors j'ai pas forcément la vraie réponse. Je sais qu'au fil des époques, on a parlé de blé noir, de blé brun, de blé des morts. C'est une plante qui n'a rien à voir avec le blé. Puisque ce n'est pas une céréale, c'est une polygonacée, donc c'est plutôt la famille de la rhubarbe ou de l'oseille. Et finalement, je pense que ce nom-là vient surtout de sa ressemblance. C'est une plante qui a une très longue tige et puis qui a une graine qu'on prépare finalement beaucoup comme le blé, l'orge ou même pourquoi pas le maïs. Donc on parle de blé noir, voilà, mais peut-être que quelqu'un pourra un jour compléter cette réponse et me donner la vraie raison de cette appellation blé noir. Et je me demandais si c'était pas lié à la couleur de la farine, puisque comme il y a une enveloppe qui est un petit peu noire, quand on la moue, on voit bien la farine de blé noir, elle devient très foncée. Alors je me demandais si très prosaïquement, ça venait pas aussi tout simplement de ça. Probablement, effectivement, c'est une petite graine anguleuse et c'est vrai que sa pellicule est plus ou moins foncée en fonction du sarrasin que l'on a et en fonction aussi de la façon dont la farine est moulue.
notamment avec des moulins parfois avec des meules en pierre. On va avoir une mouture plus ou moins fine. Et si on a une mouture un peu plus irrégulière, on va avoir justement ces petites notes colorées et noires ou grises. Alors, tu disais que c'est pas vraiment une céréale, une graminée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ses qualités nutritionnelles ? Moi, j'ai en tête qu'elle est riche en fibres, qu'elle contient des protéines et qu'elle a un index glycémique bas, ce qui font quand même 3 très très grandes qualités. Surtout si on veut tendre vers un régime un petit peu végétarien, plus riche en protéines. Est-ce que tu confirmes ces qualités ? Est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter sur ses vertus ? Alors c'est vrai que j'ai découvert les vertus du sarrasin en le préparant et surtout en écrivant les 10 façons de préparer le sarrasin. Et j'ai découvert, bonne nouvelle, que cette plante, cette graine, avait de très nombreux bienfaits. Donc, elle est pleine de vitamines, notamment de vitamine B, de calcium, de cuivre, de fer, de magnésium. Donc, c'est finalement un combo gagnant. Comme tu le disais aussi, elle contient des protéines. Elle a un effet assez rassasiant. Et sans parler de vertus, puisque je ne suis pas nutritionniste, finalement, c'est vrai que quand on déguste un plat avec du sarrasin ou même quand on boit une boisson à base de sarrasin, après, on se sent bien, on se sent pas lourd. Et c'est surtout une plante qui est dépourvue de gluten. Justement, ce n'est pas du blé. Et donc, la digestion est aussi plus facile. Donc, pour ceux qui cherchent des préparations sans gluten, le sarrasin est vraiment un super aliment. On parlait un petit peu de tes souvenirs en commençant. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être une ou deux légendes ? Tu m'as dit qu'il y avait des légendes autour de cette graine. Oui, alors on parle de légendes parce que finalement, on ne sait pas exactement tracer l'histoire du sarrasin. Finalement, quand on entend sarrasin, on se dit tiens, peut-être que c'est une plante qui est d'origine sarrasine, qui viendrait d'Afrique ou du Moyen-Orient. Mais on comprend assez vite, en tout cas dans les lectures sur cette plante, qu'elle vient plutôt de la Chine, qu'elle a été exploitée depuis plus de 7000 ans et qu'ensuite elle s'est répandue au Japon, au Népal, en Corée. Et après, comment elle est arrivée en Europe ? Effectivement, il y a plusieurs théories. On dit que son arrivée en Europe serait due aux croisés au XIIe et XIIIe siècle. On parle souvent aussi de Anne de Bretagne qui aurait introduit le sarrasin au Moyen-Âge et que le sarrasin aurait permis au peuple français et breton de survivre à plusieurs famines. Voilà, en tout cas, le sarrasin, c'est finalement un terme qui au Moyen-Âge voulait dire ce qui est étranger, donc qui vient d'ailleurs. Et donc, c'est une plante qui fait voyager. Et j'ai remarqué depuis quelques années, quand je me promène, tu parlais de la Charente tout à l'heure, moi aussi, peut-être dans le Limousin, en Bretagne, en Auvergne, en Touraine, j'ai l'impression d'avoir vu un tout petit peu plus de champs de sarrasin, qui sont très beaux d'ailleurs et qui changent des champs de blé, qui apportent cette diversité, donc ça fait des petites fleurs blanches, c'est très gracieux comme plante en fait. J'ai l'impression d'en voir plus qu'avant dans la rotation des cultures. Et j'imagine qu'elle a aussi, comme elle a des qualités pour notre corps, elle a peut-être des qualités pour les paysages, pour le sol. Est-ce que tu peux nous parler en 2 mots aussi de ses qualités agronomiques ? Bien sûr, alors c'est intéressant ce que tu dis déjà par rapport aux champs et aux régions. On parle souvent de sarrasin breton, mais c'est vrai que le sarrasin pousse partout en France. On le retrouve en Normandie, dans les Vosges, en Auvergne, en Savoie. Et il y a aussi des particularités culinaires pour le sarrasin. Et donc, on ne travaille pas le sarrasin de la même manière en fonction des différentes régions. Le sarrasin est dit pousser sur des sols pauvres. On parle souvent d'engrais verts. Alors, je ne sais pas exactement quelle peut être cette signification d'engrais vert, mais de ce que j'ai compris, il a besoin de très peu de nutriments, en tout cas pour lui, pour pousser.
Et il va avoir besoin de sable, de cailloux. On dit beaucoup que le sarrasin est une plante vertueuse. D'ailleurs, c'est comme cela que parle Bertrand Larcher du sarrasin. Je vous invite d'ailleurs à découvrir tout l'univers de Bertrand Larcher et l'éloge du sarrasin qu'il fait également dans son ouvrage. En tous les cas, c'est une plante qui a une culture facile. D'abord parce que son cycle de végétation est très court. Il a besoin seulement de 3 mois pour fructifier. Donc, c'est plutôt court, si j'ai bien compris, par rapport à d'autres plantes dans l'univers agricole. Et puis, il s'adapte à des climats assez rudes et des sols très pauvres. Donc, c'est une plante rustique qui apprécie aussi le sable et les petits cailloux, qui n'a pas besoin de sol fertilisé et qui va surtout pouvoir s'insérer entre 2 cultures, donc permettre derrière lui le passage et la poussée d'autres plantes. Voilà, donc pas de besoin de sol trop riche et une plante vertueuse et très adaptable. Et comme tu le disais, vu que c'est pas la même famille que le blé, que c'est pas une céréale, j'imagine que ça provoque aussi une rupture dans cette rotation des cultures et que c'est aussi bien pour par rapport à l'usage des pesticides, on en utilise moins parce que c'est pas la même famille de plantes, donc il y a une forme de dispersion par rapport aux prédateurs. Voilà, ce sont des souvenirs de mon école d'agronomie. Tu as parlé plusieurs fois des formes sous laquelle on peut la trouver, cette graine. On a parlé de la farine, on a parlé de la graine en tant que telle. Il y a aussi la graine grillée qu'on appelle cacha, si je ne me trompe pas. On peut l'acheter directement sous forme de galette. Peut-être qu'il faut nous éclairer un petit peu sous ces différentes formes, comment on peut les trouver, comment on peut les cuisiner peut-être simplement aussi, comment cuire tout simplement des graines de sarrasin. Et moi, je me souviens en tout cas d'avoir bu il y a quelques années une incroyable infusion de sarrasin grillé, japonaise. Tu as parlé du Japon aussi, donc où est-ce qu'on peut trouver ça aussi? Je me demande, parce que j'aimerais beaucoup en racheter. Alors, ça fait beaucoup de questions et je vais essayer de répondre à toutes. C'est vrai que le sarrasin peut se trouver sous différentes formes pour pouvoir l'utiliser en cuisine. D'abord sous forme de graines qui va être décortiquée puisque son enveloppe est très dure et on ne pourrait pas la déguster sans que son enveloppe ait été enlevée. La graine peut être, on va dire, nature ou torréfiée. Et effectivement, lorsqu'elle est torréfiée ou grillée, on trouve le terme de cacha, qui vient, je crois, des pays de l'Est. Ces graines, elles peuvent être aussi germées. On peut s'amuser à les faire germer à la maison, comme on peut le faire avec d'autres petites graines. Et puis, on la retrouve en farine. C'est vrai qu'on parle souvent de farine de sarrasin. Et d'ailleurs, autour de moi, la farine de sarrasin est peut-être plus connue que la graine en elle-même. Et la farine, elle peut être moulue, comme je disais tout à l'heure, plus ou moins grossièrement. Ce qui est intéressant, c'est de trouver des farines qui sont plutôt moulues à la pierre et qui gardent aussi un petit peu de grossièreté, si on peut dire, mais dans tout ce que ça peut avoir de bon et de poétique, pour retrouver vraiment ce goût de sarrasin et de grillé. Et puis parfois aussi, on le trouve sous forme de flocons. Qu'on peut utiliser justement dans des granolas ou des céréales. Et donc toutes ces formes, on peut les travailler ensuite dans différentes préparations. Donc on connaît tous la galette que l'on trouve sur le sol breton, mais on connaît assez peu finalement la bouillie de sarrasin, sauf que en Bretagne justement, il y a cette tradition aussi de travailler le sarrasin en bouillie. Tout à l'heure, je parlais de la Savoie. On trouve des crozets à base de sarrasin. Et puis, il n'y a pas que les galettes. Il y a les blinis. Par exemple, en Russie, les blinis, généralement, sont faits à base de farine de sarrasin. On peut faire des pancakes, des crackers. Il y a tous les biscuits. Tout à l'heure, je parlais de petits biscuits croquants, les tartes. Et puis, on le retrouve aussi dans des vraies gourmandises. D'abord, c'est une plante mellifère. Donc, le miel de sarrasin est vraiment délicieux, notamment sur une tartine de pain grillé avec du beurre salé, bien sûr. Et puis, dans des caramels. Et tu évoquais le sobacha. Donc, soba veut dire sarrasin
Et cha, c'est le thé. Donc, c'est un thé de sarrasin, si ce n'est qu'il n'y a pas de théine. Donc, en fait, c'est une boisson chaude au sarrasin. Et effectivement, en Asie, et particulièrement au Japon, on infuse ce sarrasin, qui est d'ailleurs légèrement différent, le sarrasin japonais au sarrasin français. Et ça fait ça donne une boisson vraiment délicieuse avec un petit goût de noisette. Et je trouve qu'après avoir bu ce type de boisson, on se sent apaisé. Et est-ce qu'il faut acheter spécifiquement du sobacha dans une boutique spécialisée japonaise, ou est-ce que si on prend de la kasha et qu'on essaye de se faire une boisson, ça fonctionne? J'ai jamais essayé. Alors, il y a une recette dans le petit ouvrage des 10 façons de préparer. Effectivement, on peut acheter du sobacha, et souvent ce que l'on va trouver, par exemple, dans un endroit où j'aime beaucoup aller chercher mon thé à Paris, qui s'appelle Jugetsudo, dans le 6e arrondissement. Et là, on va avoir du sarrasin japonais. Et donc, effectivement, il est un petit peu différent. Il a une taille différente. Et on va l'infuser. Et on va retrouver ce goût de sarrasin. À la maison, pour le préparer moi-même, généralement, je prends une graine nature et je vais la torréfier moi-même. Parce que le kasha que l'on peut trouver dans les commerces, il a été grillé souvent plusieurs semaines ou plusieurs mois avant. Et il va perdre ce petit goût de grillé. Et donc, je vais le torréfier moi-même au four ou à la poêle. Et puis, je vais le concasser un petit peu et je vais l'infuser dans l'eau. Et on retrouve aussi ce goût délicieux dans la tasse. Et alors, du coup, tu as commencé à parler de tes adresses. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Alors moi, je suis assez basique. Je vais dans un magasin bio et j'achète du sarrasin, des graines de sarrasin crues, parfois grillées, et puis de la farine de sarrasin, beaucoup. Mais voilà, strictement au magasin bio. Est-ce que tu as parlé de ce magasin de thé dans le 6e arrondissement? Est-ce que tu as d'autres adresses ou d'autres conseils, ou même peut-être des sites internet pour nos auditeurs? Alors, c'est vrai que parisienne également, je vais beaucoup dans les épiceries bio pour acheter mon sarrasin. Cela dit, mon cœur est aussi beaucoup en Bretagne. Et donc, dès que je suis proche de la mer et sur les terres bretonnes, j'essaye toujours de passer proche d'un moulin et pousser les portes. Parce que finalement, ça permet aussi de rencontrer les personnes qui le cultivent, qui le préparent. Par exemple, dans le golfe du Morbihan, il y a une ferme que j'aime beaucoup qui s'appelle la ferme de Trévéro et qui travaille plusieurs plantes, plusieurs graines et notamment le sarrasin. Donc, je fais toujours le plein là-bas. Et puis, il y a d'autres adresses, effectivement, où on peut trouver du sarrasin, parfois qui est déjà préparé. Si on reste en Bretagne, il y a une adresse au sein de la Halle d'Hélice à Vannes qui s'appelle les Nénettes. Et ils travaillent le sarrasin dans une petite tartelette avec du chocolat et de la nougatine, et dont j'ai essayé de m'inspirer pour une de mes recettes. Il y a aussi la Maison du Sarrasin. Tout à l'heure, j'évoquais Bertrand Larcher, qui a fondé des crêperies au Japon et en France et qui porte le nom de Braise Café. Et parfois, au sein de ses propres adresses ou des adresses spécifiques à Saint-Malo ou à Saint-Coulon, il a une maison qui s'appelle la Maison du Sarrasin et où on trouve le sarrasin sous toutes ses formes, donc le miel, le caramel, la farine, les biscuits, les financiers. Voilà, c'est aussi des bonnes adresses pour trouver ce sarrasin. Alors, tu n'as pas cessé depuis 20 minutes de nous mettre vraiment l'eau à la bouche. On va terminer comme à chaque fois dans ce podcast par une ou deux recettes. Est-ce que tu pourrais nous partager tes recettes peut-être fétiches, coup de cœur, des recettes qui sont dans ton livre ou pas d'ailleurs, mais voilà, qui te tiennent à cœur? Alors, comme l'automne arrive et qu'on a besoin d'un peu de croustillant, j'aime beaucoup préparer du granola avec du sarrasin. Et dans l'ouvrage, on peut retrouver une recette de sarrasin qui mêle des noix de cajou, des zestes d'agrumes, un peu de compote, du miel et des flocons d'avoine. Et donc, ça permet de commencer la journée avec quelque chose de croustillant, pas trop sucré et de bien réconfortant. Et puis, on ne change pas une bretonne de cœur. J'adore le beurre et le beurre salé. Et par exemple, pour agrémenter
les apéros, c'est sympa d'avoir des beurres un peu aromatisés. Donc, on voit souvent des beurres avec du poivre, avec des herbes. Et pourquoi pas le beurre au sarrasin. Et donc, avec quelques graines de sarrasin torréfiées qu'on va venir concasser et mêler à du beurre de baratte. On va avoir un beurre parfumé au sarrasin avec un petit goût de noisette. Et vous m'en direz des nouvelles. Et d'ailleurs, je me demande avec quelle boisson on peut accompagner ça, parce que tout à l'heure, on a parlé de cette boisson japonaise. Tu as parlé des boissons à un moment ou deux aussi avant. Est-ce qu'il existe d'autres boissons à base de sarrasin ? Je me demande s'il n'existe pas des boissons fermentées en particulier. Tout à fait. Alors, on trouve du cidre au sarrasin. D'accord. On trouve aussi des bières au sarrasin. Moi, je connais surtout quelques bières et quelques cidres qu'on trouve en Bretagne, puisque je suis souvent dans cette région. Mais j'imagine que toute la France réserve des belles surprises sur ces boissons fermentées. Et effectivement, ça permet d'avoir une association boisson et mets qui peut être très intéressante. Et avant de terminer, je partagerai moi aussi une ou deux recettes que je fais très souvent à base de sarrasin. Effectivement, peut-être aussi avec un angle pour les enfants. Tu l'as évoqué plusieurs fois, la galette, évidemment. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien, je trouve, aussi avec les enfants. Et ça fait partie des rares produits transformés qu'on trouve en grande surface et qui sont, moi je vérifie souvent, c'est 100% eau, un peu de sel et farine de blé noir. Donc ça permet quand même d'acheter quelque chose de très facile, de casser un œuf dedans et d'avoir un repas un peu près sain avec un petit bout de salade. Moi je fais très souvent un cake assez nourrissant à base de farine de sarrasin, farine de pois chiche pour mettre un petit peu moins d'œufs, poudre de noisette, graines de pavot et huile essentielle d'orange. On sent vraiment le goût du sarrasin qui se marie à la noisette aussi, comme tu l'as dit. Et il y a une autre recette que j'adore, qui est assez originale, qui est un pain 100% sarrasin. Donc je fais tremper le sarrasin quelques heures. Ensuite, je le mixe au blender avec de l'eau. Ça fait une purée assez compacte et je la laisse fermenter, je la laisse pourrir littéralement pendant, ça dépend de la température, mais 12 à 24 heures. Et après, on la cuit au four. En fait, s'il n'y a pas besoin de levain, de levure, ça fermente. L'aspect mucilagineux du sarrasin, finalement, fait que les bulles sont gardées, remplace un peu le gluten. Et voilà, ça fait un pain particulier, assez humide, au goût très prononcé, mais facile, quand même assez facile à faire, et puis 100% sans gluten. Et ça a l'air délicieux, j'espère que tu partageras tes recettes avec moi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Alice, d'avoir partagé tes secrets de sarrasin avec nous. Merci Louise. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions alimentaires, produit par Darwin Nutrition. Merci à Alice de nous avoir éclairés. Merci à Charlotte et Quentin, fondateurs de Darwin Nutrition. Si vous avez aimé cet épisode, pensez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser vos commentaires. À très bientôt.